13 h sur E-Télé, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Les enjeux du numérique étaient au cœur d'un atelier d'échange et de réflexion ce mardi à Cotonou. Il vise à parvenir à l'adoption des méthodes et stratégies pouvant faciliter la transformation numérique des collectivités locales. Le monde célèbre ce 5 octobre les enseignants. Comment est la vocation chez ces derniers et quels sont les défis auxquels le corps enseignant fait face? Un reportage en parle dans cette édition. Et puis les rencontres entre la Sénat et les acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives de 2023 se poursuivent. Les ministères sectoriels et les institutions ont été entretenus ce mardi. Merci de nous recevoir. Un atelier d'échange et de réflexion sur les enjeux du numérique s'est tenu ce mardi 4 octobre 2022 à Cotonou. L'objectif principal visé par cette activité est de parvenir à l'adoption des méthodes et stratégies pouvant faciliter la transformation numérique des collectivités locales. Le lancement du dit atelier a connu la présence du ministre du Numérique et de la Digitalisation, ainsi que celui de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le compte rendu avec Moucharaf Soumanou et Bonaventure Aloyon. Créée en juin 2022 à l'issue du premier conseil des ministres du même mois, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN passe à une vitesse supérieure. La structure dont la mise en place a entraîné la fusion de 4 anciennes agences numériques a organisé ce mardi 4 septembre 2022 un atelier dont la vision est de transformer les collectivités locales en des espaces géographiques numériques. Un idéal qui est empreint de grands avantages pour les populations béninoises selon le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. La digitalisation contribuera d'une part à réduire la fracture numérique des communes par la fluidité et l'accessibilité à l'information, d'autre part à améliorer l'attractivité des territoires, puis enfin à offrir des outils de proximité et de mise en relation avec les administrés. Le dit atelier dont les participants sont constitués majoritairement des responsables de systèmes d'information venus des 4 coins du territoire national s'est également penché sur le cas des communes où la connexion Internet est presque inexistante. Il ressort qu'un mécanisme est mis en place pour pallier à tout ce qui peut être vu comme déséquilibre selon le directeur de pôle système d'information et digitalisation de l'ASIN. Dans le PAG 2021-2026, il y a un projet structurant qui est la transformation numérique des collectivités locales. Nous avons une démarche très claire, une stratégie, une vision très claire. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que déjà nous avons amené la fibre optique au sein de toutes les régions. Ce que nous avons fait ensuite, c'est que nous avons mis en place le réseau national de l'administration et nous avons interconnecté 187 sites du sud, du centre, du nord. Aujourd'hui, la connectivité arrive à l'entrée des mairies. La ministre du Numérique et de la Digitalisation n'a pas manqué de rassurer les différents participants ainsi que les panélistes de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Elle a également profité pour faire cette recommandation. Ce que je voudrais vous demander de garder comme élément, c'est que rien de tout ce que vous allez vous dire n'aura de sens si jour après jour, quelque chose ne change pas dans les territoires dont vous avez la gestion. Donc, ma recommandation serait que chaque jour, vous vous demandiez ce que vous pouvez changer, améliorer, rajouter dans ce cheminement vers la transformation numérique au niveau donc, des localités que vous gérez. Ça commence par exemple, un exemple tout simple, par l'utilisation d'une adresse email professionnelle. Cet atelier de réflexion qui a duré 24 heures a abouti à la prise de plusieurs résolutions devant être mises en œuvre pour une réelle et efficace transformation numérique des collectivités locales. De la première phase de cet atelier, quelques responsables des services d'information ont livré leurs impressions. On les écoute. Une note de satisfaction, nous sommes en train d'aborder toutes les préoccupations, nos préoccupations sur le terrain, comment faire la pénétration du numérique dans
les communes, comment faire la transformation digitale dans les communes. Nous sommes en train de parler de toutes ces questions-là ici. Le numérique est l'enfant pauvre de toutes les activités qui se mènent dans les communes. Le numérique est vraiment nouveau. Donc ceci doit nous accompagner à convaincre les décideurs dans les communes, à accompagner aussi le numérique à la transformation digitale. Mes impressions sont très bonnes parce que cet événement vient nous renforcer dans notre rôle du RSI. Parce que vous savez, les mairies n'ont pas l'habitude de la numérisation, de la digitalisation depuis. Et donc notre avènement a fait un changement dans le comportement des gens. Et ils ne savent pas réellement où nous classer. Donc aujourd'hui, avec cet atelier, au moins, nous sommes en train d'approprier ce que le RSI devait faire normalement au niveau décentralisé par rapport à ce qui se fait au niveau central. C'est un événement qui vient à point nommé parce que la transformation qui se passe au niveau de l'État central, on a voulu les impliquer dans nos communes. Déjà que les autorités au plus haut niveau, à savoir le ministère de la digitalisation et notre ministère de tutelle s'impliquent dans cet atelier, nous pensons que les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Aujourd'hui, vous savez, il y a le projet RNA qui est dans les communes et qui doit normalement desservir les administrations locales qui ne se faisaient pas. Avec cet atelier, on a pu mettre ensemble tous les acteurs qui sont autour de ce projet pour tirer vraiment un consensus, pour tirer des avantages afin de faire évoluer la chose. Parlant toujours du digital, une école des métiers du numérique a vu le jour au Bénin. Créée en partenariat avec le Sofrecom et le campus numérique de Montero dans le but de soutenir le déploiement et la maintenance du réseau très haut débit. Située à Cotonou, plus précisément à Fidjosem, elle a été inaugurée ce 2 octobre en présence du ministre d'État chargé du développement et du ministre du numérique chargé et du ministre du numérique et de la décentralisation. Suivez. Je veux solennellement déclarer officiellement ouverte l'école des métiers du numérique et la mise en service de son plateau technique. Voilà qui ouvre officiellement les portes de cette école. Une école des métiers du numérique qui s'ouvre désormais à toute personne passionnée des métiers du numérique. Dotée de salles de cours modernes au sein de l'agence de développement CMCT, d'un plateau technique unique en Afrique de l'Ouest, ce projet vient renforcer le développement du réseau fibre, du data center et du e-service prévu par le gouvernement avec une vision bien définie. D'être un pôle de compétences et d'excellence réseau qui contribue à l'ambition d'un haut débit pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tant que tel, il entend soutenir le déploiement et la maintenance d'infrastructures réseau haut et très haut au travers d'une offre de formation professionnelle diversifiée sur un large panel technologique. Se faire distinguer par la qualité de son plateau technique reconnu par une certification. Proposer des prestations globales d'ingénierie pour s'imposer comme un véritable pôle d'innovation et d'excellence. Plusieurs partenaires, dont Sofrecom, ont contribué à la création de cette école des métiers du numérique. La Direction générale du Trésor français a ainsi dégagé un financement de 350 millions de francs pour couvrir l'intervention de Sofrecom dans ce projet. Offrant un large débouché, les apprenants de cette école des métiers du numérique, au terme de quelques mois de cours, pourront être habilités à intervenir dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications, un secteur pourvoyeur d'emplois. Ce plateau technique accueillera les formations de milliers de techniciens d'intervention télécom, options fibre optique. Je crois que c'est une réelle possibilité offerte aux jeunes pour cultiver l'excellence et se donner toutes les chances dans le marché international du travail. Pour le gouvernement et pour toute la société, un projet comme celui-ci ne peut que contribuer considérablement à avoir moins de chômeurs, à obtenir une croissance économique assurée et à parvenir à une émergence du pays. Tout en rappelant les ambitions de l'école, le ministre du Numérique invite tous les partenaires à s'impliquer de diverses manières pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous commençons par un cursus de technicien d'intervention télécom, un cursus fibre, mais nous irons plus loin avec le développement de nouveaux cursus autour des métiers de l'audiovisuel par exemple, autour des compétences dont les PME ont besoin aujourd'hui, des compétences, disons, polyvalentes dans le secteur du numérique. Nous n'en sommes qu'au début, donc
Tous les partenaires sont invités à continuer à donner d'eux-mêmes, de leur temps, de leurs énergies, de leurs conseils, de leurs propositions, pour que nous puissions faire de cette école ce que nous avons eu l'ambition d'en faire, un lieu de formation pour des ressources humaines prêtes à être utilisées par les entreprises. Il est à préciser que la création de l'école a été décidée en Conseil des ministres du 19 août 2020 et a déjà reçu 36 apprenants formés pour le premier module de cours. Aujourd'hui, nous célébrons la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. En prélude à cette journée, le ministre de l'Enseignement maternel et primaire a en son nom et au nom de ses collègues chargés de l'éducation adressé un message à tous les acteurs du système éducatif. On écoute un extrait de ses propos. La journée du 5 octobre est l'occasion de rendre hommage aux enseignantes et enseignants et au rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. Cette année, les manifestations officielles auront lieu à Lokossa, dans le département du Mono, et le thème retenu au plan international est intitulé « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Dans ce cadre, les acteurs du système éducatif réfléchiront sur la place de l'enseignant en tant que vecteur de valeurs sociétales et donc de changement qualitatif des mentalités et des comportements dans le sens de la transformation structurelle de notre économie, tel que défini dans le programme d'action du gouvernement 2021-2022, pilier 2, axe 5. Aussi, convient-il de mentionner que dans une vision prospective et de recherche de la qualité, le gouvernement a décidé de reconstituer la base de compétences qui constitue un vivier d'aspirants au métier d'enseignant, aussi bien pour le primaire que pour le secondaire et bientôt pour le supérieur. Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais rassurer tous les enseignants que la valorisation de leur profession, même si elle commence par eux-mêmes, demeure une préoccupation permanente du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Pièce maîtresse dans le système éducatif, l'enseignant aide les apprenants à maîtriser les démarches et prises de décision en tant qu'instructeur, guide et facilitateur. Dans ce rôle, il leur permet non seulement d'acquérir une solide base de connaissances et d'expérience, mais aussi les aide à découvrir ce que celle-ci signifie pour eux en fonction de leurs propres besoins. À travers ce magazine, la rédaction s'est intéressée à ce corps de métier. Suivez cet élément. Personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire, l'enseignant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un concepteur d'exercice et un maître d'œuvre d'activité d'apprentissage qui vise à transmettre des connaissances disciplinaires à des apprenants. L'enseignant, c'est une femme, c'est un homme qui est appelé à une fonction spéciale, à un métier spécial, celui-là d'instruire, et celui d'éduquer, n'est-ce pas, de former l'homme pour la société. C'est cet individu qui est chargé de mouler la jeunesse. C'est cet individu qui est chargé d'assurer l'éducation de la jeunesse. Un enseignant est la force qui anime le système éducatif. Mais alors, qu'est-ce qui peut constituer le déclic dans le choix de ce métier de l'enseignant? Ce qui peut motiver à être enseignant, c'est d'abord que certainement au cours de votre cursus vous-même, vous aviez eu un plaisir à recevoir l'enseignement. Le déclic vient souvent de cette volonté
de contribuer de façon efficiente au développement de son pays, à l'épanouissement, n'est-ce pas, des citoyens d'un pays. Généralement, ça part d'une vocation. Il faut dire que c'est un talent qui dormait en moi peut-être, mais que j'ai essayé de relever, de révéler par l'option que j'ai faite, je me suis faite. Parce qu'à un moment donné, à notre époque, là, il fallait être d'une classe donnée. Un métier passionnant et noble, mais qui, en réalité, n'est pas sans contraintes et difficultés. C'est un métier assez complexe, mais également aussi passionnant. Quand vous vous y donnez, c'est-à-dire vous n'avez même plus le temps de vous occuper des autres en tant que tel, quoi, des commérages et tout, parce que vous aviez d'abord une mission à accomplir. Et tant que vous n'avez pas accompli cette mission-là, vous ne pouvez pas vous distraire. L'enseignant est un modèle en tout, sur son lieu de travail, dans son environnement, parce que c'est vous qui êtes indiqué. Et c'est vous qui dictez les normes, et assure les normes absorbées, n'est-ce pas, et pour l'atteinte de certains objectifs. Du coup, vous devez être dépositaire des mêmes normes. Un enseignant est un modèle pour la société. La vie active pour la femme en général et l'enseignante en particulier se montre parfois contraignante. On rentre en conflit avec les exigences et les attentes de sa vie privée. Bien que le travail soit synonyme d'une certaine sécurité financière, il se traduit le plus souvent par de nouvelles exigences en termes de soins et d'attention aux enfants, aux conjoints et pour tous les membres de la famille. J'ai travaillé au moins 5 ans avant de me marier. Mon époux était en train d'étudier ailleurs. Et quand il est arrivé que la dot, le mariage et tout ça, ça s'est passé, je devais le rejoindre. Il fallait aussi voir que ça fait deux choses différentes. Donc, il fallait s'exécuter au niveau du ménage, au niveau du travail, mais il m'aidait beaucoup. La difficulté, c'est que à un moment donné, quand vous devez faire vos fiches, vous ne les faites pas à l'école. Je dois faire les fiches à la maison. Et le moment où je dois faire les fiches, si je dois répondre aussi aux obligations conjugales, il venait, il restait à table avec moi, il causait avec moi dans la douce, on se comprenait. Et puis, je finissais au moins mes fiches et je répondais à mes besoins conjugaux. Vu les difficultés qu'il y a dans l'enseignement, ce n'est pas une tâche facile, surtout pour une femme au foyer, de concilier les travaux domestiques avec ce métier-là. Mais il faut avoir de l'accompagnement, surtout de son partenaire et de sa famille pour pouvoir le faire. Souvent, l'homme comprend, mais parfois si ça exagère, c'est-à-dire il doit prendre son repas à 20h par exemple, et que toi tu sors du cours à 19h, c'est maintenant tu vas rentrer et préparer le repas et finir à 22h. Ton mari ne sera pas d'accord avec toi, donc il y a cette difficulté-là. Surtout pour le ménage, on a des difficultés à faire les choses à temps. Mais si tu te planifies bien, tu as de l'aide, tu peux y arriver facilement. Dans le contexte de la modernité, qu'est-ce qui différencie l'enseignant d'hier et celui d'aujourd'hui? Roger Lumedino et Andrea Bachumba, tous enseignants à la retraite, ne manquent pas de donner leurs avis. Les jeunes sont dynamiques, ils influencent les réseaux sociaux qui constituent des masses médias nouveaux qui sont apparus et qui sont vraiment dynamiques. À notre temps, on ne connaissait pas ces réseaux sociaux-là. Nous connaissons seulement les bibliothèques, la lecture qu'on faisait à l'école, les recherches que nous faisions. Est-ce que nous avions accès à l'Internet en ce moment-là? Ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, les jeunes ont accès à tout. Aujourd'hui, vous m'excusez, ce n'est plus le résultat en tant que tel que les jeunes recherchent. Mais nous, à notre temps, c'est-à-dire c'était
une vision assez forte et vous aviez un objectif précis. Votre objectif, c'est le résultat final. Mais aujourd'hui, on ne regarde plus ça. On regarde plutôt le gain facile. Il faut rappeler que dans un environnement scolaire, les enseignants remplissent de nombreux rôles. Il est révolu le temps où un enseignant était simplement considéré comme un enseignant de classe. Quelqu'un qui se contente juste d'enseigner un sujet de base dans une salle de classe pleine d'enfants, puis rentre à la maison pour la soirée, son travail accompli. Les enseignants peuvent travailler sur une grande variété de sujets auxquels ils peuvent donner vie à l'aide des technologies modernes et interactives. Pour cet élément. Nous allons continuer avec une brève. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, séjourne depuis ce mardi aux Pays-Bas pour une visite de travail. À la faveur des rencontres, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a présenté les opportunités d'investissement aux opérateurs économiques. À l'issue de ces échanges, 3 nouveaux accords financiers ont été signés hier avec la société Invest International. Il s'agit en effet d'un accord de financement, de 2 accords d'engagement financier pour le projet d'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le projet de développement du port de pêche artisanal de Cotonou et celui de l'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Après la rencontre avec les partis politiques, la Sénat a rencontré les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives qui s'inscrit dans le cadre du chronogramme des activités de la Sénat en vue des législatives de 2023. Cette rencontre vise à situer les uns et les autres sur le rôle de chacun des acteurs pour la réussite du processus électoral. L'essentiel à retenir des échanges dans ce compte-rendu. M'assurer que celui qui a gagné... Ils étaient tous présents, les représentants des différents ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale autonome. La rencontre répond aux activités prévues dans le chronogramme de l'institution en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. La Sénat a donc la mission générale d'organiser des rencontres avec des parties prenantes aux élections, aux partis politiques, aux institutions et ministères impliqués dans les élections, aux organisations de la société civile et aux médias, en l'occurrence pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Toujours activité réelle. Les participants à cette séance d'échange ont eu droit à 3 communications. La présentation du chronogramme électoral, la présentation des rôles et responsabilités des institutions dans le processus électoral et la 3e qui s'est focalisée sur le juge constitutionnel et le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. S'agissant des décisions de proclamation des résultats, dont il a été précisé qu'elles sont uniques pour les élections de chaque édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de résultat provisoire de 10 jours et de résultats définitifs. Il y a résultat définitif, mais on peut contester l'élection de quelqu'un ou d'un groupe de personnes parmi ce lot-là. Mais la décision initiale de proclamation suffit pour que les gens aillent siéger à l'Assemblée nationale. Au thème des exposés assez clairs, pas de débat. Le président de la Sénat va renvoyer chacun jouer sa partition en vue d'un processus électoral sans égratignure. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé, que les objectifs qui sont ceux de la présente rencontre ont été atteints. En tout cas, nous en savons davantage sur l'élection qui est dans notre champ de mire, sur ce qui est fait juste là et ce qui reste à faire. L'agenda de la Sénat se poursuit inéluctablement. Après cette rencontre, le même exercice va se répéter avec les organisations de la société civile et les médias.
Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce mardi 4 octobre 2022 la délégation du comité d'organisation de l'association Isokan Omo Yoruba. Ils sont venus informer le président de l'institution de la tenue de leur assemblée générale ordinaire prévue pour le 15 octobre prochain. À l'issue de leurs échanges, le secrétaire général de l'association nous fait ici le point de la rencontre au micro de Belvin Achabi. Notre présence à l'audience avec de la délégation de l'association des Yoruba du Bénin et Isokan Omo Yoruba Bénin avec le président de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans le cadre de partage d'informations avec l'autorité pour pouvoir avoir de ses conseils sur la tenue prochaine de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans la cité historique de Kétou les 14 et 15 prochains. L'objectif de cette manifestation revêt un double caractère. Le caractère festif, cette occasion qui permettra à toutes les communautés, à toutes les entités Yoruba d'exprimer à travers toutes les danses, les chants, les manifestations culturelles pour pouvoir essayer de se libérer. Le deuxième caractère, c'est un caractère évaluatif. Effectivement, après 3 ans, 3 mois d'existence légale de notre association, il était important qu'on s'auto-évalue. Nous avons parlé aussi des moyens. Nous avons dit que le centre des moyens, c'est le contentieux nous propose. C'est-à-dire que c'est l'association même, à travers les cotisations, surtout au niveau du Brésil national, avec l'intervention d'autres sponsors, d'autres hommes de bonne volonté qui nous permettent de soutenir. L'Assemblée générale de Kétou qui vient, nous avons pensé à une commande de tissu que nous sommes en train de vendre. Il nous a donné des conseils utiles. Il a insisté sur les contraintes même liées à une association, c'est les cotisations des membres. Il nous a conseillé pour dire que l'idée de la promotion de la culture yoruba à travers l'apprentissage de la langue, que c'est une bonne chose. Il faudrait que ça soit vraiment une activité qui nous préoccupe. Et si c'est vraiment ça constitue un modèle d'attrait, de motivation, que ça peut susciter aussi l'intérêt au niveau des autres qui puissent vraiment nous accompagner. Voilà en somme des zones de conseil que lui-même, il est à part entière, il est membre de la communauté Yoruba. Et il suit tout ce qui se passe et il s'engage à continuer de nous accompagner. Cette édition, merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement, eTélé avec vous, pour vous.